Mon ex-femme m'a trompé, mais après un incendie, elle a réalisé que son amant était un lâche et maintenant elle pense pouvoir me reconquérir. C'était juste une journée normale au travail, jusqu'à ce que tout s'écroule littéralement. En plein chaos, quand les flammes ont commencé à engloutir le bâtiment, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Et à ce moment-là, au milieu du feu et de la fumée, j'ai dû faire un choix que moi-même, je ne comprends pas encore totalement aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Daniela, je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait l'un des plus gros casse-têtes de ma vie. On s'est connus à la fac. J'avais un peu plus de 20 ans, et elle était juste un an plus jeune. On s'est rapprochés grâce à des amis en commun. On a commencé à discuter, à bosser ensemble pour les travaux de groupe, et, petit à petit, à sortir ensemble. Elle avait une personnalité calme, un peu réservée au début, mais elle donnait toujours l'impression d'être quelqu'un de posé et de responsable. Le genre de personne qu'on imagine prête pour une vie stable. On a été diplômés en même temps, moi en système d'information, elle en gestion, et on a décidé de se marier peu après. Les premières années ont été très positives. On a loué un appart confortable, bien réparti les dépenses, et tout semblait rouler. Je bossais comme technicien informatique indépendant, faisant du support et de la maintenance pour plusieurs entreprises locales. Je n'avais ni patron fixe, ni bureau attitré, mais ça me donnait beaucoup de liberté et des horaires super flexibles. Daniela, elle, avait décroché un poste dans une entreprise de logistique qui, par hasard, avait une succursale tout près de chez nous. Son travail était plus structuré, avec des horaires de bureau, mais on trouvait toujours un moyen de passer du temps ensemble. C'est lors d'un événement de fin d'année de son entreprise que j'ai rencontré certains de ses supérieurs. J'étais juste là en tant qu'accompagnant, sans aucune intention de faire du réseau. Mais en apprenant que je bossais dans le support technique, ils m'ont demandé si je touchais aussi au réseau et aux serveurs. J'ai répondu que oui, ils m'ont demandé mon numéro, et quelques mois plus tard, ils m'ont appelé pour revoir le câblage et les serveurs de l'entreprise. C'est comme ça que l'entreprise de Daniela est devenue l'un de mes clients réguliers. Au début, tout se passait normalement. Je venais de temps en temps, je faisais mon taf et je repartais. Même si on bossait dans la même boîte, on se croisait rarement. Elle était dans l'administration, moi dans la technique. Parfois je lui faisais un signe de loin, parfois je ne savais même pas si elle était là. Tout semblait normal. On continuait à faire des projets, on parlait d'acheter une voiture, peut-être de déménager dans un endroit plus grand. On avait même déjà évoqué l'idée d'avoir des enfants, parce que notre situation financière était bonne et qu'on sentait que c'était le bon moment. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais la réalité était tout autre et je ne l'ai découvert que plus tard. J'avais environ 30 ans et on était mariés depuis presque 3 ans. Il n'y avait rien qui aurait pu me faire soupçonner que quelque chose clochait. Daniela agissait normalement à la maison. Il y avait des jours où elle était plus silencieuse ou un peu distraite, mais rien d'assez bizarre pour que je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je croyais que notre relation était solide, ou au minimum stable. Un jour, une des entreprises avec laquelle j'avais rendez-vous a annulé à la dernière minute. Comme j'avais déjà tout mon matos dans la voiture, j'ai décidé d'avancer une visite prévue pour la semaine suivante. Par coïncidence, c'était dans l'entreprise où travaillait Daniela. Je trouvais ça parfait, c'était près de chez nous et le souci semblait mineur, une instabilité du réseau. Je suis arrivé comme d'habitude, j'ai salué l'équipe de l'accueil, je suis descendu au sous-sol, là où se trouvait la salle des serveurs, et j'ai commencé à travailler. J'y suis resté plusieurs heures. J'ai revu les switches, réorganisé certains câbles, fait des tests. J'étais tellement concentré que je n'ai pas vu le temps passer. À un moment, j'ai eu besoin de câbles spécifiques qui n'étaient pas dans la salle technique. J'ai demandé qu'on me les envoie depuis le stock, qui se trouvait au 2e étage. On m'a dit qu'il n'y avait personne de dispo à ce moment-là, mais que je pouvais y aller moi-même, vu que j'avais un accès technique autorisé. J'y suis allé sans réfléchir, je voulais juste récupérer ce dont j'avais besoin et continuer. C'est là que tout a basculé. En arrivant au stock, un grand espace avec des couloirs entre des étagères métalliques, j'ai entendu des chuchotements. J'ai fait quelques pas, et je les ai vus. Entre 2 étagères, Daniela et un autre gars. Ils étaient enlacés, en train de s'embrasser passionnément. Ce n'était pas juste un petit bisou. C'était le genre de baiser intense, comme si plus rien d'autre ne comptait. Je suis resté figé quelques secondes. Quand j'ai enfin réussi à réagir, j'ai avancé d'un pas, et ils m'ont vu. Le mec s'est éloigné direct. Daniela, elle, est restée figée.
Le silence était tellement lourd qu'on aurait dit que l'air avait disparu. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Je me suis juste retourné et je suis parti. Ça ne servait à rien de faire un scandale là-bas, mais à l'intérieur, mon sang bouillonnait. Mes mains tremblaient de rage et de déception. Plus tard, j'ai appris que le gars s'appelait Sergio. Il bossait au service des opérations et, apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait à des femmes mariées. Ce qui m'a le plus révolté, c'est que, quand j'ai signalé ce qui s'était passé, l'entreprise a quasiment fait comme si de rien n'était. Ils ont juste donné un avertissement verbal aux deux, comme si c'était une broutille. Comme je n'étais pas un employé direct, je n'avais aucun pouvoir pour exiger quoi que ce soit. Au final, l'affaire a été classée comme une conduite inappropriée entre adultes consentants. Ils n'ont pas été licenciés, ni même sanctionnés. Rien du tout. De mon côté, j'ai pris la seule décision qui me semblait juste, entamer le divorce. Ce n'était pas facile. Daniela ne l'a pas bien pris. Quand je l'ai confrontée, elle a tenté de justifier ce qu'elle avait fait. Elle a dit que je ne lui prêtais plus attention, que j'étais toujours trop concentré sur le travail, que je ne la faisais plus se sentir désirée. Bref, le discours typique de quelqu'un qui cherche à fuir sa propre responsabilité. Et comme si ça ne suffisait pas, au milieu de la dispute, elle a encore lâché que ce fameux Sergio était plus homme que moi, et qu'il la faisait se sentir vivante. Je me suis contenté de répondre que je ne voulais plus discuter, que le mieux était de signer les papiers et que chacun suive son chemin. La procédure légale a été rapide, surtout parce qu'on n'avait ni enfant, ni bien de grandes valeurs en commun. Chacun est resté avec ce qui lui appartenait. Elle a déménagé dans un appartement près de son travail, et j'ai continué ma routine. Il m'a fallu quelques semaines pour me réorganiser mentalement, mais j'y suis arrivé. Je me suis remis à fond dans le boulot, j'ai élargi ma clientèle, et j'ai continué à avancer. Depuis que le divorce a été finalisé, il y a environ 8 mois, je suis retourné plusieurs fois dans l'entreprise de logistique où travaille Daniela. C'était dans le cadre de mon travail, et je ne voulais pas perdre un contrat par fierté. Heureusement, je ne l'ai croisé à aucun de ces moments. J'arrivais, je faisais ce que j'avais à faire et je repartais. Tout restait strictement professionnel. S'il ne me posait pas de problème, je n'en causais pas non plus. Alors, quand ils m'ont recontacté pour vérifier un problème d'instabilité du réseau, j'ai accepté sans hésiter. C'était juste une mission de plus avec un client habituel. Je n'avais aucune raison de penser que ce jour-là marquerait un avant et un après dans ma vie. Je suis arrivé vers midi. L'endroit était étrangement vide pour cette heure-là. À la réception, on m'a dit que la majorité de l'équipe était à un événement d'entreprise, une sorte de déjeuner pour l'anniversaire de la boîte organisé à l'arrière, en dehors du bâtiment principal. Il ne restait que quelques administratifs, des agents de sécurité et 1 ou 2 employés pour assurer le minimum. Évidemment, je n'étais pas invité, mais je ne m'y attendais pas non plus. Je me suis concentré sur ce que j'avais à faire. Je suis descendu au sous-sol, là où se trouvaient les serveurs et la salle technique. C'était un espace isolé, à température contrôlée, sans fenêtre comme c'est souvent le cas pour ce type d'installation. Je me suis installé pour travailler, j'ai mis mes écouteurs, branché les équipements, et j'ai commencé à diagnostiquer les causes possibles du problème de réseau. J'ai complètement perdu la notion du temps. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là en bas, sûrement plus d'1 heure. J'ai tout vérifié minutieusement, testé les câbles, consulté les journaux du routeur, ajusté quelques points du réseau. Je suis ensuite remonté à la réception pour confirmer si tout fonctionnait correctement de leur côté. C'est alors que la réceptionniste m'a informé qu'elle s'apprêtait à partir et m'a remis le chèque pour le service, qu'elle devait initialement me donner à la fin. Ne voulant pas manquer la réunion, elle préférait anticiper. J'ai dit que c'était bon pour moi. Comme j'étais presque fini, j'en ai profité pour monter au 2e étage et ranger le chèque avec mon ordinateur portable dans mon casier. Je suis ensuite redescendu au sous-sol pour rassembler mes affaires et nettoyer avant de partir. Mais à peine avais-je commencé à ranger mon matériel qu'une alarme s'est déclenchée. L'alarme incendie. Ce bruit strident, métallique, et insupportable que personne ne veut jamais entendre. C'était réel. Le son ne s'arrêtait pas et j'ai vite compris que ce n'était ni un test, ni une erreur, c'était une vraie alerte. J'ai attrapé mes affaires, tout fermé en vitesse, et je suis remonté à la réception. Les quelques personnes encore présentes dans l'entreprise étaient là, se regardant entre elles, confuses, sans savoir si elles devaient sortir ou attendre des instructions.
C'est alors que quelqu'un a dévalé les escaliers depuis le 2e étage en hurlant, paniqué, feu dans le dépôt. Et là, on a vu. De la fumée sortait du couloir. Les gens présents à la réception se sont immédiatement tournés vers la sortie. Mais à ce moment-là, je me suis arrêté. Mon ordinateur portable. Mon chèque. J'ai hésité une seconde, puis j'ai fait demi-tour et couru en direction des escaliers. Quand je suis arrivé au 2e étage, l'ambiance avait complètement changé. L'air était lourd, dense, une fumée noire me brûlait les yeux et la gorge. Malgré ça, j'ai pensé que j'aurais le temps de récupérer mes affaires et de sortir sans problème. La zone des employés n'était qu'à quelques mètres, alors j'ai couru jusqu'au casier, ouvert le mien, glissé l'ordinateur dans mon sac à dos avec précaution, rangé le chèque et remis la sangle sur mon épaule. Ça n'a même pas pris 2 minutes. Mais quand j'ai ouvert la porte pour sortir, tout avait changé. Le couloir était envahi d'une fumée noire et brûlante. On n'y voyait presque plus rien. La lumière de secours clignotait faiblement, et pour la première fois, j'ai senti la chaleur comme une vague suffocante me frapper le visage. L'air était épais, et chaque respiration semblait me brûler de l'intérieur. L'entrepôt se trouvait juste en face du couloir, près de la zone d'entrée. C'est alors que j'ai entendu des pas. Depuis la fumée, un homme est sorti en courant et m'a percuté violemment. Il ne s'est même pas arrêté. Il a continué tout droit dans les escaliers. J'ai voulu le suivre, mais juste avant d'atteindre les marches, je me suis figé. Un cri. Une voix désespérée appelant à l'aide. Au début, je ne savais pas d'où ça venait, mais je l'ai entendu de nouveau. Plus clair. C'était une femme, et elle venait de l'entrepôt. Je suis resté paralysé quelques secondes. La fumée m'empêchait presque de respirer. Tout mon instinct me criait de courir vers la sortie, mais cette voix continuait à appeler au secours. Jurant intérieurement, j'ai fait demi-tour et couru vers l'entrepôt. Les portes étaient ouvertes, et ce que j'ai vu en les franchissant était un véritable enfer. Les étagères étaient en feu, les papiers et les cartons dévorés par les flammes. De petites explosions retentissaient partout, des aérosols, des ampoules, quelque chose explosait sans arrêt. La chaleur était insoutenable, et la fumée recouvrait tout. L'endroit ressemblait à un labyrinthe en flammes. J'ai crié de toutes mes forces, « Où es-tu » Et la réponse est venue quelques secondes plus tard. J'ai suivi la voix en trébuchant sur les débris, en évitant les étagères qui tombaient, en essayant de rester aussi bas que possible pour échapper à la fumée. Je marchais accroupi, la bouche couverte par mon t-shirt. La visibilité était quasi nulle, et puis je l'ai vue. Au fond de l'entrepôt, allongée parmi des cartons noircis, se trouvait Daniela, mon ex-femme. Le visage sale, les larmes mêlées à la suie, les yeux grands ouverts de peur. Elle s'est jetée sur moi dès qu'elle m'a vu, en pleurs. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de sortir, mais qu'elle avait trébuché et s'était tordu la cheville. Elle boitait, elle était terrorisée. J'étais déjà là. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas l'avoir vue. Je l'ai attrapée par le bras et j'ai tenté de la guider vers la sortie le plus vite possible, mais elle ne bougeait pas. Elle pleurait. Elle disait qu'elle ne pouvait pas courir, que ça faisait trop mal. Je lui ai dit d'arrêter ses bêtises, qu'on n'allait pas mourir ici, et encore moins à cause d'elle. Je l'ai tirée avec force, sans ménagement, en essayant d'avancer à travers la fumée et les débris. Mais Daniela était un poids mort. Elle hurlait, s'étouffait avec la fumée, trébuchait sur tout, ne faisait aucun effort. Avec beaucoup de peine, on a réussi à atteindre le couloir, qui commençait déjà à prendre feu sur les côtés. La chaleur montait comme un mur invisible qui pénétrait les poumons. J'ai passé un de ses bras autour de mes épaules, la portant à moitié. On avançait comme on pouvait, mais elle ne faisait presque rien. Je ne sais pas si elle était réellement blessée ou si elle avait déjà abandonné, mais la sensation de traîner un corps inutile me rendait fou. L'escalier principal n'était plus une option, les flammes l'avaient déjà envahi. Alors j'ai bifurqué vers l'escalier de secours, au fond du couloir. Il était plein de fumée, mais au moins il ne brûlait pas. On est descendu comme on pouvait, elle vacillante, moi les dents serrées à chaque marche. À un moment, elle s'est effondrée au sol en pleurant, disant qu'elle n'en pouvait plus. Je me suis arrêté, à bout de souffle. Ce n'était pas la première fois que je pensais à la laisser là. Ça aurait été facile. J'avais déjà fait plus que n'importe qui l'aurait fait. Mais quelque chose en moi m'a forcé à continuer.
Pas parce que je l'aimais encore, ce sentiment était mort depuis longtemps, mais parce que je ne pourrais pas vivre en sachant que je l'avais laissé brûler là. Elle pleurait sans s'arrêter, répétant qu'on allait mourir. Alors je lui ai donné une gifle. Pas par colère, mais pour la faire réagir. Elle s'est tue une seconde. J'en ai profité pour la forcer à se relever. Je l'ai de nouveau traînée, et on a réussi à atteindre le rez-de-chaussée. La réception était un véritable chaos. Il y avait du feu partout. Les murs craquaient, des objets se brisaient et explosaient. La chaleur était infernale. On avançait comme on pouvait, moi la tirant par la main, quand une explosion nous a fait lever les yeux. Le plafond s'est effondré en flammes à quelques mètres de nous. Daniela a crié et s'est jetée de nouveau au sol. Elle répétait qu'elle ne pouvait plus, que je devais la laisser là. Épuisé, hors de moi, je l'ai soulevée dans mes bras. Je ne voulais plus entendre de cris ni de plaintes, je voulais juste sortir. Je l'ai portée et j'ai commencé à courir à travers la réception, évitant ce que je pouvais, pendant que des morceaux du plafond tombaient autour de nous. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai fini par franchir les portes d'entrée juste au moment où les pompiers arrivaient. Daniela était suspendue à moi comme un poids mort, accroché à mon cou. Un des pompiers a couru vers nous et l'a immédiatement prise en charge. Ils nous ont éloignés dans un coin pendant que les autres se précipitaient à l'intérieur du bâtiment. J'ai entendu des cris, des pas, des talkie-walkie. Tout était confus. L'air dehors, même chargé de fumée, semblait presque frais comparé à l'enfer qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis tourné un instant pour regarder le bâtiment. Les flammes étaient visibles de tous les côtés. L'entrepôt était complètement perdu. Les bureaux aussi. Et alors, au milieu de ce chaos, une idée m'a traversé l'esprit. La reconstruction de cet endroit allait coûter des millions. Et moi, j'avais dans mon sac un chèque fraîchement signé par cette même entreprise et tout ce à quoi j'ai pu penser, c'est que je devais l'encaisser avant qu'il ne soit trop tard. Alors je suis allé à la banque. Ce qui avait causé l'incendie n'a été révélé que quelques jours plus tard. J'allais parfaitement bien, alors j'ai encaissé mon chèque sans problème et j'ai poursuivi ma vie. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais à l'entreprise, l'histoire était bien différente. Ils avaient pratiquement tout perdu. Les bureaux, les archives, le mobilier, une partie du système interne. Seul le service informatique avait été épargné, et encore, uniquement parce qu'il se trouvait au sous-sol et grâce à l'intervention rapide des pompiers. Comme je connaissais toute la structure et le réseau de l'entreprise, on m'a demandé de l'aide pour relancer les serveurs et accéder aux enregistrements de sécurité. La police était déjà impliquée et avait besoin de revoir toutes les images possibles pour découvrir l'origine de l'incendie. J'étais avec eux quand ils ont ouvert les caméras. C'est moi-même qui ai récupéré les fichiers du serveur, qui fonctionnait encore miraculeusement. Et c'est là que j'ai compris exactement ce qui s'était passé. Pendant que tous les employés étaient en réunion hors site, Daniela, oui, mon ex et Sergio, le même gars avec qui elle m'avait trompé, avaient décidé de se retrouver dans la réserve. Sur les images, on voyait Sergio entrer en premier, seul, s'arrêtant près d'une zone clairement signalée « interdiction de fumer ». Il était là, en train de fumer comme si de rien n'était. Il est resté là quelques minutes, à regarder vers l'entrée de la réserve. Ensuite, Daniela est arrivée. Elle a regardé autour d'elle, pour s'assurer que personne ne la voyait. Et alors, Sergio a jeté sa cigarette au sol, l'a écrasée à moitié et l'a envoyée sous une étagère. Ensuite, ils sont partis ensemble vers le fond de la réserve, jusqu'à une porte qui menait aux archives comptables, une salle fermée, sans fenêtre, qui, selon le protocole, ne devait être utilisée que brièvement et uniquement pour stocker des documents. Mais c'est là qu'ils se sont enfermés. Quelques minutes plus tard, exactement dans la zone où Sergio avait jeté la cigarette, on a vu apparaître de petites flammes. L'hypothèse des enquêteurs était que le mégot encore allumé était tombé près d'une poubelle pleine de papier, et qu'il y avait des restes d'emballage au sol. Juste à côté, une boîte contenant des flacons de produits de nettoyage industriel. Quelque chose a explosé. On ne sait pas quoi exactement, mais le feu s'est propagé en quelques secondes. L'alarme incendie s'est déclenchée juste après. Et pourtant, personne n'est sorti de la pièce. Plusieurs minutes se sont écoulées. Il y avait déjà de la fumée et du feu partout. La visibilité des caméras a diminué, mais juste avant que le système ne lâche, on a vu clairement, Sergio est sorti de la pièce en se couvrant le visage, courant entre les étagères. C'était lui qui m'avait bousculé dans le couloir, le gars contre qui je m'étais cogné quand j'étais venu récupérer mes affaires.
Il s'est enfui et l'a laissé là. Après ça, les caméras ont cessé d'enregistrer. La chaleur avait fini par détruire le système. Les images étaient sans appel. Sergio a été poursuivi pour négligence grave ayant conduit à un incendie. Le ministère public a formalisé l'accusation et, même sans peine de prison ferme, il a écopé de 2 ans de prison avec sursis, d'une lourde amende et d'une interdiction de travailler dans des environnements industriels ou logistiques pendant les 5 prochaines années, de quoi ruiner sa carrière. Quant à Daniela, elle a été licenciée sur le champ. Elle n'a pas été officiellement accusée, mais il était évident qu'elle avait violé des règles internes graves et qu'elle avait agi avec une négligence totale. Non seulement elle a perdu son emploi, mais elle s'est aussi grillée auprès de tous ceux qui ont entendu parler de l'histoire. Les pertes de l'entreprise s'élevaient à des millions, tout ça pour un « kiki » pendant les heures de travail. Près d'une semaine après l'incendie, en revenant de quelques courses, j'ai trouvé Daniela devant la porte de mon immeuble. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas dormir sans me remercier. Que ce que j'avais fait pour elle était le plus grand geste que quelqu'un ait jamais fait. Que je lui avais sauvé la vie. Qu'elle avait été idiote. Qu'elle voyait maintenant qui était le vrai homme de sa vie. Que Sergio l'avait abandonnée pour mourir et que moi, au contraire, j'avais tout risqué pour la sauver. Je n'ai rien dit. Je suis simplement rentré chez moi, j'ai fermé la porte, et j'ai pensé que ça suffirait pour qu'elle comprenne. Mais non. Depuis, elle est devenue une ombre. Elle m'écrit tous les jours, m'envoie des messages, des emails, même des lettres par la poste. Elle dit qu'elle sait que je l'aime encore. Que tout ça était une épreuve. Que nous pouvons tout recommencer. Que ceux qui aiment vraiment méritent une seconde chance. Que la sauver était un acte d'amour, la preuve que notre histoire n'était pas finie. Elle est complètement déconnectée de la réalité. Le pire, c'est que sa mère aussi a commencé à m'appeler, en pleurant, disant que le véritable amour existe, que ce que j'ai fait était un acte de courage et de dévouement, et que je ne pouvais pas refuser une seconde chance à sa fille après un tel geste. Il parle de ça comme si c'était une scène de film. Comme si je m'étais jeté dans les flammes par amour. Comme si c'était un sacrifice romantique, digne d'un feuilleton. Mais la vérité n'a rien de tout ça. Si j'avais su que Daniela était là, si j'avais su qu'elle avait causé tout ça, qu'elle s'était cachée avec Sergio, que des gens avaient perdu leur emploi à cause de leur folie, je ne me serais jamais approché. Et le plus absurde, quelqu'un, je ne sais pas qui, a pris une photo exactement au moment où je sortais de l'immeuble avec elle dans les bras. L'image est devenue virale. Elle a circulé sur les réseaux sociaux avec des légendes du style « l'ex-mari qui a sauvé sa femme des flammes ». Les gens ont été émus, ont inventé une histoire d'amour qui n'a jamais existé. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Et le pire, c'est que personne ne veut le savoir. Ils ne voient que l'image. Ils n'achètent que le récit inventé. Maintenant, je suis son héros. Je n'ai jamais demandé ça. Je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Il ne me reste plus qu'à espérer que le silence suffira pour que tout cela soit oublié. Parce que si je tente une mesure d'éloignement contre Daniela, personne ne me la donnera. Comment expliquer à un juge qu'on veut s'éloigner de la femme qu'on a sauvée des flammes? Personne ne va me croire. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, cette histoire m'a laissé perplexe. D'un côté, on ne peut qu'admirer l'instinct de quelqu'un qui sauve une autre personne, malgré tout ce qu'il a vécu. Mais d'un autre côté, c'est effrayant de voir à quel point une simple image peut déformer la vérité et transformer un geste instinctif en un acte d'amour qui n'a jamais existé. Au final, il est devenu un héros pour quelque chose qu'il n'aurait jamais fait s'il avait connu toute la vérité. Et vous, qu'en pensez-vous? Mérite-t-il d'être vu comme un héros? Ou est-ce simplement une victime de cette histoire qu'il n'a jamais choisie? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.